À l'écoute de la science, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui font la science. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube Science étonnante. Chercheur en IA chez Hugging Face, David Loapre est aussi un vulgarisateur de très grand talent. Il vient de publier un livre passionnant, Dans le labo du jeu vidéo, qui nous plonge dans tout ce que la science apporte au développement des jeux. David partage avec nous ce qui fait le sel de ses recherches actuelles, les sujets qu'il prévoit d'aborder prochainement, et son enthousiasme est contagieux. Bonne écoute! En 2014, tu as lancé une chaîne vidéo sur YouTube qui s'appelle Science étonnante. Aujourd'hui, cette chaîne est suivie par 1,5 million d'abonnés. Est-ce que tu peux nous dire de manière un peu générique ce qui t'inspire, comment tu choisis les sujets que tu vas traiter? C'est pas facile de choisir un bon sujet à vulgariser. Il y a des choses très compliquées, ça peut être trop long à expliquer, il y a des choses au contraire trop triviales, et puis il y a ce qu'on aime soi-même, ce qu'on a appris à découvrir dans son parcours scientifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire de manière un peu générique ce qui t'inspire, comment tu choisis les sujets que tu vas traiter? Alors, une chose que je peux dire déjà pour rendre hommage pour la science et aux gens qui écrivent dedans, c'est que quand j'ai commencé à écrire, moi vraiment mon modèle c'était les chroniques de Jean-Michel Courty, Édouard Kirlich ou celles de Jean-Paul Delahaye. Pour moi, c'était ça le modèle de ces pépites scientifiques passionnantes, mais qui en même temps c'était pas tout un livre, quoi. Et donc c'était vraiment ce genre de choses que j'avais envie d'écrire. Et donc effectivement, j'ai commencé en me disant tiens, je vais faire une liste de tous les sujets qui m'intéressent, qui me plaisent, sur lesquels je me verrais bien. Alors à l'époque c'était un blog, donc je me disais je me verrais bien écrire un petit article. Et quand j'ai vu que j'avais plus d'une cinquantaine de sujets, je me suis dit bon allez, je peux écrire un sujet par semaine pendant un an, donc je me lance, et donc voilà, j'ai commencé. Et puis au fur et à mesure du temps qui passait, et d'écluser les sujets que je traitais, et puis de découvrir des nouveaux sujets en lisant, alors soit en lisant de la vulgarisation, soit des fois aussi en lisant des articles de recherche, des choses comme ça. J'ajoute des sujets à ma pile, et puis bon voilà, maintenant il y a des centaines de sujets dans ma pile. Donc c'est vraiment, les sujets viennent vraiment de mes envies, de mes lectures. Une chose qui a changé peut-être par rapport au début, c'est que quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de blogs de sciences. Quand j'ai commencé sur YouTube, il n'y en avait pas non plus énormément. Et donc moi j'ai toujours aimé parler de toutes les sciences, de maths, de physique, de biologie, de sciences sociales parfois. Et donc j'ai toujours voulu taper un peu dans toutes les disciplines. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, évidemment, la vulgarisation sur Internet s'est développée, et c'est tant mieux. Et j'ai dû, ces derniers temps, tendance peut-être à un petit peu plus me resserrer sur mes domaines d'expertise, donc plutôt de la physique ou alors effectivement de l'intelligence artificielle. Mais voilà, j'essaye de rester très très généraliste et de parler de choses que en fait moi j'ai envie d'approfondir. Souvent le plaisir il est là, c'est de me dire ah, tiens, là, il y a un sujet qui m'intrigue, il y a un truc dont je sens que je l'ai pas bien compris, et c'est ça parfois le prétexte à vouloir faire quelque chose dessus. Et est-ce que les sujets que tu commences à traiter, le déclencheur, c'est n'importe quoi que tu auras vu, une vidéo ou lu dans un article de média, ou c'est plutôt une veille scientifique un peu plus formelle que tu vas faire comme le font les chercheurs en général, c'est-à-dire à partir des articles de publications primaires dans Science, dans Nature, etc. Ou c'est un mélange de tout ça? C'est un mélange. Alors l'envie, elle vient en général effectivement soit de choses qui sont déjà vulgarisées ou semi-vulgarisées. Par exemple, je le fais moins aujourd'hui, mais à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple dans les grandes revues comme Science ou Nature, dans Nature c'était les News and Views, je crois, et dans Science c'était les perspectives. Oui, ça existe toujours. Il parlait, et en fait c'était un genre de commentaire sur un article, et ça c'était une super source d'idées. Par contre, après, quand moi je vulgarise, si je parle de relativité générale, je vais pas forcément retourner aux articles Einstein, mais si je parle d'un sujet qui vient de sortir, qui est dans l'actualité, ou même qui est relativement récent, par contre je vais revenir aux articles scientifiques, parce que j'aime bien, surtout sur les sujets qui sont moins dans mon jardin, on va dire, j'aime bien être sûr que je comprends à partir de la source primaire plutôt que de trucs déjà vulgarisés, parce que voilà, parfois il y a un petit risque d'avoir une mécompréhension si on se contente de choses qui sont déjà vulgarisées pour vulgariser soi-même. Bon, au bout d'un moment, il y a de l'information qui se perd. Tu es, depuis l'automne dernier, AI Scientist, non plus chez Ubisoft, mais chez une autre entreprise qui s'appelle Hugging Face, qui n'est pas un éditeur de jeux, mais je vais le dire de manière peut-être un peu approximative, mais plutôt une fabrique de modèles d'IA qui vont être utilisés dans plein de domaines différents. Et donc, ta mission en tant que chercheur chez Hugging Face doit être assez différente de celle qui était la tienne chez Ubisoft, ou pas si différente que ça. Je veux bien t'entendre nous dire ce qui t'inspire aujourd'hui et la mission qui est la tienne. Alors, elle est effectivement assez différente. Donc, Hugging Face, c'est une startup qui travaille principalement sur une plateforme pour faire des modèles open source. Donc, l'idée, c'est de dire, faisons une plateforme sur laquelle on va héberger des modèles qui seront en libre accès pour tout le monde, et des modèles qu'on comprend et qu'on maîtrise un peu mieux que les grands modèles propriétaires, comme ceux qu'on citait tout à l'heure, comme ChatGPT ou Claude. Avec cette idée derrière
derrière que finalement les modèles d'IA doivent être une sorte de bien commun parce que ils ont été entraînés à partir de notre savoir à tous, toutes les données d'Internet, et donc il faut essayer de faire en sorte que ça puisse être le plus ouvert possible. Donc c'est un peu la transposition au modèle d'IA du mouvement open source qu'on connaît dans le logiciel. Et donc mon travail, ça consiste en fait à faire quelque chose qui est à la fois de la recherche, mais aussi entre guillemets de la popularisation de ce mouvement d'IA open source. Donc c'est évidemment assez différent de ce que je faisais avant. Et là, l'idée, c'est vraiment de produire de la connaissance ou des codes ou des modèles qui ensuite seront en libre accès pour tout le monde, que chacun pourra utiliser, remixer, s'approprier. Et d'ailleurs, ça connecte un peu avec ce qu'on disait sur le jeu vidéo, puisque je disais par exemple, il faut qu'un personnage soit capable de comprendre dans quel monde il est, dans quel monde virtuel il est. Si on est dans un jeu médiéval, on n'a pas envie que le personnage soit capable de répondre à des questions sur un ordinateur ou une fusée. Et donc souvent, ça, c'est quelque chose qui passe par ce qu'on appelle une étape de fine-tuning. C'est-à-dire qu'on prend un modèle et puis on va le spécialiser à une tâche particulière, chose qu'on peut pas vraiment faire avec les modèles propriétaires, mais par contre qui est complètement la norme dans l'open source. C'est-à-dire on va prendre un modèle open source, on va le spécialiser à une tâche. Et donc voilà, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec ces modèles-là. Moi, je travaille plutôt sur des applications qui sont plus proches de soit la robotique, soit la recherche scientifique, soit aussi essayer ça a été un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps, essayer d'ouvrir la boîte noire. Je disais tout à l'heure, les modèles sont des boîtes noires. Et on commence à avoir des outils qui permettent de faire des sortes de neurosciences des modèles d'IA, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment ça se passe dans leur câblage interne quand on leur dit des choses et qu'ils nous répondent des choses, comment est-ce qu'ils raisonnent, comment est-ce qu'ils construisent leurs réponses. Et donc il y a énormément de choses à apprendre dans ce domaine-là.